Nous sous-traitons ce projet, s'est vanté le fils du vice-président lors de la réunion générale, tout en coupant mon micro. J'ai alors brandi ma lettre de démission, ainsi que mon badge, face à la caméra. Le directeur juridique l'a vu, s'est penché en avant, puis s'est tourné vers le fondateur, « Dites-moi qu'il ne vient pas de démissionner. » La barre protéinée que je tenais à la main avait un goût de carton, mais je l'ai avalé quand même, alors que la 4e réunion en ligne de la matinée commençait. Il n'était même pas encore 6h30. Ma cuisine sentait toujours le café brûlé, à cause de la cafetière que j'avais oublié de nettoyer la veille. Cela n'avait pas d'importance. J'étais debout depuis 4 heures du matin, à analyser une panne logistique régionale, qui aurait ruiné notre accord de niveau 2. Service, SLA, trimestriel, si je ne l'avais pas détecté. C'était devenu normal. Désormais. Je m'appelle Roy Vance. J'ai 50 ans, et j'habite juste à la périphérie de Charlotte, en Caroline du Nord. Pendant 5 années consécutives, j'ai été le pilier du plus gros contrat d'entreprise de Sentinel Tech. Crise après crise. J'ai maintenu le système à flot. J'ai réparé ce qui semblait irréparable. À l'époque où le fondateur dirigeait encore l'entreprise, il m'appelait le dernier filet de sécurité. Il disait que si Roy ne repérait pas un bug, personne ne le ferait. C'était à l'époque où l'exécution avait encore de la valeur. Aujourd'hui, tout ce qui importait, c'était le bruit que faisait une présentation PowerPoint lors d'un appel de 30 minutes. Les nouvelles recrues présentaient des stratégies de transformation, comme s'ils avaient inventé la roue, tandis que je gérais de réelles pannes de système, pour des clients pesant des milliards de dollars. Si je manquais une seule date limite, j'étais considéré comme un boulet. Si je sauvais leur projet d'une panne à $1 million, ils l'oubliaient dès le déjeuner. But, je ne me plaignais pas. Ce n'est pas mon genre. Je documentais tout, calmement et méticuleusement. La moitié des personnes qui faisaient des présentations en réunion ne savaient même pas où se trouvaient les journaux système de notre infrastructure. Ils étaient incapables d'identifier une cause première sur une carte réseau. Mais ils savaient vendre des diapositives. Ils peaufinaient leur transition de diapositives, pendant que je parlais avec les responsables techniques à 2 heures du matin. J'ai maintenu la cohésion de 12 régions, et de 3 secteurs verticaux, tout en respectant le budget, sans obtenir le moindre crédit, ni même un merci sur Slack. Lors d'un appel, il y a peut-être 2 ans, le fondateur avait dit au conseil d'administration que j'étais la seule raison pour laquelle ce client n'avait pas intenté de procès. Ce fut la dernière fois que j'entendis mon nom prononcé dans une réunion publique. Récemment, je n'étais même plus sûr que les nouveaux dirigeants sachent à quoi je ressemblais. Ils m'avaient retiré des canaux en contact direct avec les clients, pour simplifier les communications, avaient supprimé des réunions de mon calendrier, et publié des mises à jour, que j'avais écrites sous le nom de quelqu'un d'autre. J'ai conservé des captures d'écran, des pistes d'audit, ainsi que mes propres notes privées. Je n'avais pas besoin d'applaudissements, j'avais besoin d'un moyen de pression, et je l'avais. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. Ce matin-là, j'ai terminé l'appel, j'ai fermé mon ordinateur portable, et j'ai fixé le mur. Ensuite, j'ai ouvert mon dossier de sauvegarde privée, et j'ai commencé à lire un document auquel je n'avais pas touché depuis près de 3 ans. C'était le contrat cadre de services original, le contrat de base. J'ai trouvé ma clause en moins de 60 secondes. Puis, j'ai préparé du café frais. 2 jours plus tard, le nouveau vice-président des opérations est arrivé. Il s'appelait Tran Miller. Il sortait tout juste d'une école de commerce surévaluée, n'avait pas un seul pli sur son blazer, et pas un seul jour d'expérience sur le terrain à son actif. Je connaissais son profil avant même qu'il n'ouvre la bouche. Le fondateur de Sentinel Tech avait un partenaire de golf. Ce partenaire avait un fils. Et voilà
que nous nous retrouvions avec un clown en veste ajustée, agissant comme s'il avait inventé des systèmes, qui fonctionnaient pourtant depuis qu'il était au collège. Durant sa première semaine, il est entré dans la salle de conférence, m'a regardé, et m'a demandé si je pouvais prendre des notes pour l'équipe. Je n'ai pas scié. J'ai réactivé mon micro, et j'ai dit, bien sûr, je prendrai des notes lors de votre première panne de production, qui devrait d'ailleurs bientôt se produire. Il a ri, pensant que je plaisantais. À la fin de la première semaine, on m'a retiré de tous les flux opérationnels clés. Mes réunions régulières de révision avec les clients ont tout simplement disparu de mon calendrier, sans aucune explication, volatilisé, comme si j'avais été ignoré. J'ai contacté mon directeur à ce sujet, et il m'a dit que Tran simplifiait les lignes hiérarchiques, et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Puis, les mises à jour ont commencé à arriver. Il s'agissait de modèles à moitié prêts, remplis de mots à la mode, présentant un nouveau tableau de bord esthétique sur mobile, mais qui masquait toutes les mesures de SLA importantes. J'ai reconnu les données. C'étaient mes données, mes journaux, mes modèles, et mes flux d'escalade. Mais mon nom avait disparu. Il avait été effacé, comme si je n'avais jamais touché à quoi que ce soit. J'ai transféré chaque copie vers mon lecteur privé, je les ai horodatées, et j'ai nommé le dossier « Spectacle de Clown ». Au cours de la deuxième semaine, Tran a publié un message dans le canal Slack général de l'entreprise, affirmant que certains de nos systèmes fonctionnaient encore sur des infrastructures obsolètes, et que nous étions en train de faire le ménage. Il n'y avait ni mention directe ni non, mais c'était une attaque frontale contre mon travail. La moitié de l'entreprise a réagi avec des émojis de feu, et des images de bulldozer. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ajouté la capture d'écran à mon dossier, en la nommant « Pixlack ». Les gens ont rapidement cru en ses paroles. Il parlait vite, souriait de toutes ses dents, et lançait des expressions comme « sans friction »,« alignement vertical » ou « vélocité opérationnelle », comme si elle voulait dire quelque chose. Les dirigeants l'adoraient. Il parlait de lui comme d'un regard neuf, et disait qu'il redynamisait l'organisation. Pendant ce temps, nous avons raté notre test de basculement interne pour la première fois en 9 trimestres. Parce que Tran avait imposé une fenêtre de déploiement, malgré mes objections écrites. J'avais signalé le problème sur le canal des opérations, mais il a simplement répondu que nous devrions en discuter en dehors de la réunion. Nous ne l'avons jamais fait. J'ai commencé à prendre des notes détaillées, après chaque incident, chaque fois qu'il contournait une vérification, chaque fois qu'il ignorait une alerte, et chaque fois que je disais « cela ne passera pas à l'échelle », et qu'il répondait « nous ferons des ajustements plus tard ». Une nuit, près de minuit, j'ai intercepté une alerte de métrique qu'il avait désactivée. Il avait masqué toute une panne régionale sous couvert d'une optimisation programmée. Cet incident a bien failli nous coûter un audit de conformité. Pourtant, je n'ai pas fait de scandale. J'ai simplement copié le fil de l'alerte dans un PDF, et je l'ai déplacé dans mon dossier, sous le titre « Tentative de dissimulation numéro 3 ». Il pensait que j'étais déconnecté, et que j'avais abandonné. Honnêtement, je l'ai laissé le croire. Il y a un certain pouvoir à être ignoré, surtout quand on est le seul à savoir où les erreurs sont enfouies. Après 3 semaines, j'ai croisé Tran dans le couloir. Il m'a adressé un sourire complice, comme si nous étions dans la même équipe, et m'a dit qu'il appréciait le travail de base que j'avais accompli, ajoutant qu'ils essaieraient d'en préserver une partie, au fil de leur évolution. Je lui ai rendu son sourire, et je lui ai conseillé de bien lire toute l'ancienne documentation, avant de commencer à débrancher des câbles, car certains d'entre eux pouvaient mordre. Il a ri de nouveau. Pas moi. De retour à mon bureau, j'ai ouvert le disque partagé, et j'ai vérifié les journaux d'audit de l'administrateur. Tran venait de révoquer mes accès sur
Une série de dossiers clients, y compris le mien. J'ai signalé ce journal, et je l'ai ajouté à la pile croissante de documents, en le nommant « début des altérations ». Il touchait à des choses qu'il ne comprenait pas, et déréglait des systèmes qu'il était incapable de définir. Mais je n'allais pas l'arrêter. Pas encore. À la 5e semaine, mon accès au tableau de bord client avait complètement disparu. Sans avertissement, et sans explication, il avait simplement été révoqué. J'ai tenté de me connecter pour un appel de préparation le lundi matin, et mes identifiants ont été refusés. J'ai actualisé la page. J'ai essayé d'accéder au panneau d'administration, et j'ai constaté que Jean était également banni. Le client n'avait pourtant rien demandé de tel. J'ai envoyé un message à Tran, lui signalant que mes accès avaient été coupés. Et que j'en avais besoin pour la réunion du matin. Il a répondu 15 minutes plus tard, affirmant que ce n'était pas nécessaire, car il regroupait les accès. Et que l'équipe offshore s'en chargerait désormais. Je l'ai appelé directement. C'était la première, et unique fois, que je l'appelais sur son téléphone. Je lui ai demandé si nous avions validé ce changement d'accès avec notre équipe juridique. Sa voix était décontractée, comme s'il prenait un rendez-vous chez le coiffeur. Il a répondu que le service juridique travaillait pour nous, que tout allait bien, et que le client validerait la décision. Je ne lui faisais pas confiance. Je ne le lui ai pas dit. J'ai simplement demandé s'il en était sûr. Car le contrat contenait des clauses très précises, concernant la continuité et la désignation du responsable, et cette modification pouvait déclencher une clause de résiliation unilatérale. Il a ricané, et m'a dit que je réfléchissais trop. Selon lui, il s'agissait d'une question d'échelle, l'entreprise se développait au-delà des interventions manuelles, et ses clients voulaient de l'automatisation, pas du gardiennage. Pas ce client-ci, ai-je dit, et pas avec cette clause en vigueur. Il n'a même pas demandé de quelle clause je parlais. Au lieu de cela, il m'a assuré qu'ils étaient couverts, et que je n'étais pas le seul adulte dans la pièce. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement raccroché, j'ai ouvert le fichier PDF du contrat, et j'ai surligné la clause 6.4b. J'avais aidé à rédiger cette clause moi-même. Brenda Ross, qui était responsable des risques chez le client, et moi-même, avions passé 2 semaines à peaufiner ce texte, au plus fort d'une crise majeure du système. Ce n'était pas vague. Si je démissionnais volontairement de Sentinel Tech, le client avait le droit de rompre le contrat immédiatement, sans pénalité, et sans délai. J'ai enregistré le fichier. 2 jours plus tard, nous avions la réunion générale trimestrielle sur Zoom. Tout le personnel, les membres du conseil d'administration, et les dirigeants étaient présents. C'était censé être une présentation de routine des indicateurs de performance. Mon intervention était prévue à mi-parcours. J'avais maintenu la stabilité du contrat principal, même si Tran pilotait le navire comme un conducteur ivre. Les graphiques étaient clairs, et les performances restaient stables. Nous n'avions manqué aucun SLA. J'ai partagé mon écran, et j'ai commencé à présenter la courbe de résolution des incidents des 90 derniers jours. C'est alors que Tran m'a coupé la parole, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Il a dit « Merci, Roi, mais en réalité, nous réorganisons les rôles sur ce projet. À compter de cette semaine, Roi va se retirer de l'implication directe, et nous avons fait appel à une équipe offshore dédiée pour prendre le relais. » Puis, un clic. Il a coupé mon micro. Devant 150 collaborateurs, le conseil d'administration, et le directeur juridique, il m'a réduit au silence. Ma caméra était toujours allumée. Les gens ont vu mon visage. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas cherché à réactiver mon micro. Je n'ai pas levé ma main virtuelle, et je n'ai pas écrit un seul mot dans le chat de discussion. J'ai simplement fermé mon ordinateur portable, je suis resté assis dans ma cuisine, et j'ai laissé le silence s'installer.
Le directeur juridique, Howard Griffin, n'a pas dit un mot pendant la réunion, mais juste avant de se déconnecter, je l'ai vu sortir un stylo et noter quelque chose. C'était tout ce dont j'avais besoin. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rouvert le contrat d'origine. La clause 6.4b était toujours valable. Si le responsable de l'escalade désigné démissionne volontairement, le client peut résilier l'accord dans sa totalité, sans pénalité. Le responsable désigné, c'était moi. Il n'y avait besoin d'aucune approbation, aucune marge de négociation, et aucun moyen de contourner cela. Je me suis déconnecté. Je n'ai dit à personne ce que je préparais. Je n'ai pas prévenu Tran. Je n'ai pas prévenu le service juridique, et je n'ai même pas averti Brenda Ross du côté du client. J'avais géré les problèmes de cette entreprise pendant 5 ans. J'avais enduré plus de difficultés que n'importe quel cadre de ce bâtiment ne pouvait l'imaginer, et maintenant, on me coupait le micro, comme si je n'existais pas. J'ai regardé le téléchargement se terminer, j'ai fermé le navigateur, j'ai éteint mon ordinateur, et j'ai pris le reste de la journée. Au début de l'entreprise, tout était constamment en crise. Brenda Ross était vive, directe. Et ne perdait pas de temps. Nous ne nous étions jamais rencontrés en personne. Mais nous fonctionnions tous les deux à la caféine, et aux échéances serrées. Elle m'avait appelé à 7 heures du matin, un mardi, pour me dire qu'ils avaient besoin d'un nom précis, pas d'un service, de quelqu'un qui assume la responsabilité de la livraison, de bout en bout. Je lui ai dit de mettre mon nom. Elle a marqué un temps d'arrêt, m'a demandé si j'étais sûr de moi, et je lui ai répondu que si cela plantait, je le réparerais. Nous avons passé 9 jours consécutifs à réécrire le contrat cadre de service. La clause 6.4b est née de cette période. Son équipe juridique l'appelait une garantie de continuité. Notre équipe commerciale l'a à peine lue. Il voulait juste une signature, mais j'ai veillé à ce qu'elle reste, mot pour mot. La clause me nommait directement. Ma démission signifiait que le client pouvait partir. Ils avaient besoin de quelqu'un pour assumer la responsabilité du compte, et c'est ce que j'ai fait, à chaque instant depuis lors. Quelques heures après la réunion Zoom, les ressources humaines m'ont contacté, me demandant si nous pouvions organiser un rapide point, pour planifier la transition. Sans autre explication, j'ai reçu une invitation sur mon calendrier. Je suis entré dans la salle avec un simple stylo en main. 3 personnes s'y trouvaient, la responsable des RH, un membre des opérations du personnel, et Tran, assis là, ressemblant à un étudiant qui venait de découvrir un nouveau mot à la mode. La responsable des RH a souri, et a dit qu'ils étaient simplement là pour m'accompagner dans cette nouvelle étape. Je l'ai coupé, et lui ai demandé si j'étais licencié. Elle a cligné des yeux, a jeté un regard vers Tran, qui a ouvert la bouche avant de la refermer. Non, a-t-elle dit, il n'y a aucune procédure de licenciement en cours. J'ai hoché la tête, j'ai dit, très bien. Je me suis levé, et je suis parti. Je n'ai même pas pris la bouteille d'eau que j'avais apportée. De retour à mon bureau, j'ai envoyé un seul message à mon équipe, leur demandant de ne rien transférer sur leurs adresses de messagerie personnelle. Je n'ai donné aucun autre contexte. Le message a eu plus d'impact que prévu. En moins d'1 heure. Notre canal de discussion privée s'est enflammé de questions, les gens me demandant si je partais, ou si quelque chose de grave se passait avec Tran. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté de regarder. Le lendemain matin, le service juridique a consulté le fichier du contrat. Le registre d'accès du dossier partagé affichait 4 noms, 2 personnes de la conformité, le directeur juridique, et un profil inconnu. Le fichier a été ouvert de nombreuses fois, et exporté à 2 reprises. J'actualisais le registre toutes les demi-heures. Dès le déjeuner, le décompte a atteint les 2 chiffres. Howard Griffin, le
Directeur juridique, l'a ouvert 3 fois de suite. Il ne m'a pas envoyé de message, il n'en avait pas besoin. Au milieu de l'après-midi, on pouvait sentir un changement d'ambiance dans le bureau. Les directeurs ont commencé à chuchoter. Une discussion Slack sur la mise à jour des conditions d'engagement des clients a soudainement été supprimée. L'un des chefs de produit a demandé si quelqu'un disposait de l'accord d'origine, mais personne n'a répondu. J'ai simplement bu une gorgée de mon café, et j'ai attendu. Le piège était tendu, et il fonçait droit dedans. Le lendemain, Tran a publié une nouvelle annonce de mise à jour du système sur Slack. C'était tapageur, comme d'habitude. Rempli d'acronymes, et de promesses d'efficacité du système. Il jouait toujours l'offensive, mais le ton était légèrement différent, un peu plus prudent, moins agressif, et plus nuancé. J'ai vu la peur s'immiscer dans ses décisions. Il n'avait pas lu la clause. Il ne comprenait toujours pas, mais d'autres commençaient à comprendre. Le service juridique n'était pas stupide. Il savait reconnaître une bombe à retardement. Quelqu'un de la conformité a même laissé un commentaire privé sur le fichier de contrat partagé, demandant confirmation que la clause concernant le responsable désigné était toujours active et valide. Je n'ai pas répondu. Qu'ils l'apprennent à leurs dépens. Mon rôle avait été effacer des opérations quotidiennes, mais ils avaient oublié que j'avais aidé à bâtir les fondations du système. Je n'étais pas seulement le type qui maintenait la ligne de front. J'étais la clause. Le contrat portait mon nom écrit noir sur blanc. Le silence de la direction me prouvait qu'ils avaient enfin réalisé l'ampleur de leur erreur. Ils ne pouvaient pas me licencier sans déclencher la panique chez le client. Mais ils ne pouvaient pas non plus m'empêcher de partir. Et si je m'en allais? C'est la totalité de leur contrat à 14 millions de dollars qui partait en fumée. La veille de la réunion finale, je suis resté tard. Je ne travaillais pas. Je nettoyais simplement mon espace de travail. Chaque tiroir de mon bureau était rempli d'années de réparations rapides, de vieilles notes, de rapports griffonnés sur de vieilles pannes, de sauvegardes de systèmes de dernière minute. Et de numéros de contact clients, que j'aurais pu composer dans mon sommeil. J'ai jeté la majeure partie de tout cela à la poubelle. Le bureau était plongé dans un silence de mort, à l'exception du bourdonnement du distributeur automatique au bout du couloir. Je n'étais pas nerveux. J'étais simplement prêt. J'ai nettoyé le bureau, j'ai débranché mon casque, et j'ai glissé mon badge de sécurité dans une petite enveloppe. Sur le devant, j'ai écrit une seule ligne à l'encre noire, effectif à 9h01. Puis, je suis rentré chez moi, et j'ai dormi profondément. Le lendemain matin, j'ai préparé mon café, lentement. J'ai utilisé la même tasse, et j'ai suivi la même routine. L'invitation à la réunion est apparue sur mon écran à 8h55. Précise. Elle s'intitulait « Alignement trimestriel », était organisée par Tran Miller, et la présence de tout le personnel était requise. Il y avait 140 personnes sur la liste, y compris les membres du conseil d'administration. J'ai rejoint l'appel à 8h58, en gardant ma caméra éteinte, et mon micro coupé. J'avais déjà configuré mon arrière-plan zoom. C'était un écran noir uni, avec des lettres blanches écrites au centre, effectif à 9h01. Le logo de l'entreprise scintillait à l'écran, derrière le sourire confiant de Tran. Il était en plein mode présentation, déroulant son discours sur la vélocité opérationnelle et les pivots stratégiques. C'était le même jargon d'entreprise qu'il vendait depuis des mois. Il a annoncé qu'aujourd'hui marquait un nouveau chapitre, et qu'ils optimisaient la livraison dans toutes les régions, pour aller plus vite, et travailler plus intelligemment. Il adorait utiliser le mot « agile », même si cela ne signifiait absolument rien pour lui. J'ai attendu, en observant les secondes défiler sur mon horloge. 8h59, puis 9h. Il a commencé à afficher un nouveau diaporama,
affirmant que ces changements garantiraient la continuité de tous les contrats majeurs, en particulier de leur compte d'entreprise à risque, qu'il a qualifié de « joyau de la couronne ». C'était mon signal. À 9h01 précise, j'ai allumé ma caméra. Pendant une seconde, personne n'a remarqué. Je n'étais qu'un carré de plus sur l'écran. Puis, l'arrière-plan a attiré l'heure. Attention. Le texte blanc en gras derrière mon visage était limpide, effectif. À 9h01. Un silence soudain s'est installé dans la réunion. Je n'ai pas prononcé un mot. J'ai simplement levé mon badge de sécurité d'une main, et ma lettre de démission signée de l'autre. Elle était datée, et horodatée. Parfaitement visible à la caméra. Mon nom, ma signature, mon heure. C'était clair comme le jour. Je n'ai pas souri. De manière narquoise. Je n'ai pas fait de discours. J'ai simplement tenu les documents immobiles devant l'objectif. Quelqu'un du conseil d'administration a réactivé son micro, a laissé échapper un soupir de surprise, puis l'a coupé à nouveau. Le carré vidéo du service juridique s'est déplacé sur l'écran. J'ai vu Howard Griffin se pencher plus près de son moniteur, lisant l'horodatage sur ma lettre de démission. Tran a continué à sourire pendant une seconde supplémentaire, l'air confus. Comme s'il pensait qu'il s'agissait d'une sorte de diapositive de transition. Puis, son sourire s'est complètement effondré. Il a balbutié que nous pourrions en discuter en dehors de la réunion. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas répondu, et je n'ai pas scié. Sa voix a tremblé davantage, me disant que ce n'était pas le bon endroit pour cela. Pourtant, je n'ai rien dit. La fenêtre de chat sur le côté de l'appel Zoom a explosé de questions et de messages. Les gens demandaient si c'était officiel. La caméra d'Howard Griffin a de nouveau clignoté. Il parlait à quelqu'un en dehors du champ de la caméra, les lèvres serrées, et l'expression empreinte de terreur. Le carré du fondateur est resté sombre, simple boîte noire affichant ses initiales. Tran a tenté de garder le contrôle de la réunion, demandant à chacun de poursuivre l'ordre du jour, mais sa voix était faible et chevrotante. Les visages des membres du conseil d'administration disaient tout. C'était cette expression de panique sourde et contenue que seuls les avocats et les investisseurs ont, lorsqu'ils réalisent, avec effroi, que des millions de dollars sont sur le point de s'évaporer. La clause 6.4b était déjà active. Ils ne savaient simplement pas à quel point. L'horloge tournait vite. J'ai baissé les mains, j'ai posé mon badge, et ma lettre côte à côte sur la table de ma cuisine, et j'ai cliqué sur le bouton pour quitter la réunion. L'écran est devenu noir. Je me suis levé, j'ai pris ma veste, et je me suis dirigé vers ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas vérifié mes messages, et je n'ai pas pris l'ordinateur de l'entreprise. Je suis simplement parti. L'air frais du matin m'a saisi dès que je suis sorti. Le parking était calme. J'ai jeté l'enveloppe contenant ma démission sur le siège passager, et je suis resté assis là un moment, observant. Le soleil frappait les vitres de l'immeuble de bureau. Il était 9h03. À l'intérieur de ce bâtiment, je savais que la panique se propageait déjà. Les appels téléphoniques se multipliaient, les dossiers de contrat s'ouvraient. Et les canaux Slack s'affolaient. J'ai démarré ma voiture, et je suis parti. La clause avait été activée. Le lendemain matin, Sentinel Tech disposait de moins de 24 heures avant que l'intégralité du contrat ne soit dissoute. À 7h12 précise, l'avis de résiliation officiel est arrivé de la part du client. C'était un document formel, signé par Brenda Ross, et transmis directement au comité de direction. L'objet indiquait « Application de la clause 6.4b ». Le message était court et explicite. Le contrat était résilié dans sa totalité. Avec effet immédiat. 14 millions de dollars de revenus annuels s'étaient volatilisés en un instant.
Il n'y eut ni négociation, ni délai. C'était tout simplement fini. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence 30 minutes plus tard. Je ne participais pas à l'appel, mais mes anciens coéquipiers m'ont tenu informé de la situation. Un administrateur a demandé de but en blanc quand ils avaient été informés de cette clause. Le service juridique a répondu qu'elle figurait dans chaque version signée du contrat depuis 2020. Ensuite, les registres d'audit ont été extraits. Ils ont révélé que Tran Miller avait ignoré 3 avertissements distincts de la conformité au cours des 3 dernières semaines. Howard Griffin avait même envoyé un courriel intitulé « Clause de continuité, attention immédiate requise » que Tran avait simplement archivé, sans même le lire. Tout le monde était passé à côté, trop occupé à contempler les diaporamas de Tran. Tran a tenté de minimiser la catastrophe dans le canal de discussion des dirigeants, affirmant que le chaos recelait des opportunités, et que cela leur permettrait de réaligner leurs opérations. Personne n'y a cru. Le conseil d'administration ne voulait pas d'une présentation. Il voulait récupérer les 14 millions de dollars. À midi, les principaux investisseurs étaient au téléphone. Un gestionnaire de fonds spéculatifs a posé une seule question, qui gère la relation client actuellement? Tran n'a pas répondu. Il y a eu un silence de 10 secondes, qui a semblé durer une éternité. Finalement, Howard Griffin a pris la parole et a dit « Personne, car Roivance a démissionné hier ». C'était la fin du spectacle. Les canaux de communication internes ont explosé. Des captures d'écran de ma démission sur Zoom ont circulé dans tous les départements. Les gens disaient que c'était le départ le plus propre qu'ils aient jamais vu. En fin de journée, quelqu'un avait créé un montage, comparant les diapositives de Tran sur la vélocité opérationnelle avec mon arrière-plan noir et mon badge. L'image s'est propagée dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Même les employés du marketing, des finances et des ressources humaines contactaient mon ancienne équipe pour demander si cette clause existait réellement. Pendant ce temps, j'étais été chez moi, en train de préparer mon déjeuner. J'ai préparé un sandwich, je me suis versé un verre de soda, j'ai ouvert la fenêtre. Et j'ai profité du calme de l'après-midi. Je n'ai regardé mon téléphone qu'à 14 heures. J'avais 22 appels manqués, et plusieurs messages vocaux de numéros inconnus. L'un de ces messages venait de Brenda Ross. Elle disait simplement « C'était un coup de maître, roi. Prenons un café bientôt. » J'ai souri, j'ai posé mon téléphone, et j'ai terminé mon déjeuner. Dès le soir même, 3 entreprises technologiques différentes m'avaient contacté sur LinkedIn pour me proposer des postes de consultant. L'une d'elles écrivait qu'elle avait appris la nouvelle et qu'elle avait besoin de quelqu'un qui sache réellement faire fonctionner des systèmes. Une autre a simplement envoyé un message contenant le texte suivant, clause 6.4b. Il ne voulait pas de gens capables de concevoir des diaporamas. Il voulait quelqu'un capable de maintenir les serveurs opérationnels. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à examiner leurs accords de service. Il n'y avait pas de strate hiérarchique complexe, pas de réunion de présentation interminable, juste du vrai travail d'ingénierie. Chez Sentinel Tech, Tran essayait de rédiger un message destiné à toute l'entreprise sur la responsabilité et la culture d'entreprise. But, les employés ne se laissaient pas faire. Quelqu'un a répondu à son message en demandant qui assumait la responsabilité lorsque le micro de Roivance avait été coupé pendant la réunion générale. Cette réponse a suscité des dizaines de réactions en quelques minutes, avant d'être supprimée. Cette nuit-là, j'ai dormi 8 heures d'affilée pour la première fois depuis des mois. Le vendredi matin, Tran Miller a été démis de ses fonctions. Il n'y eut aucune annonce officielle, mais son nom a disparu de l'organigramme. Son calendrier a été vidé de tout événement, et son profil Slack a été désactivé.
Lorsqu'un stagiaire a demandé où il était passé, quelqu'un a simplement répondu avec un emoji de crâne. Le jour même, le service juridique a envoyé une lettre formelle à tous les autres clients d'entreprise, confirmant qu'ils avaient examiné toutes les clauses de continuité, et qu'ils étaient prêts à répondre à leurs questions. Ils cherchaient désespérément à éviter un autre effondrement, mais le mal était fait. Les négociations de fusion, sur lesquelles Sentinel Tech travaillait depuis 6 mois, étaient mortes. L'entreprise acheteuse s'est retirée immédiatement de l'accord, invoquant l'instabilité des contrats. Ils avaient réalisé que si le départ d'un seul ingénieur clé pouvait anéantir 35% du chiffre d'affaires de l'entreprise, l'activité était bien trop risquée à l'achat. L'entreprise a annoncé un gel complet des embauches. Les budgets ont été verrouillés, et les ingénieurs principaux ont commencé à démissionner les uns après les autres. 8 ingénieurs ont quitté l'entreprise au cours des 2 semaines suivantes, sans préavis, et sans entretien de départ. Ils étaient fatigués du bruit de fond de l'entreprise, et disposaient désormais d'une feuille de route leur montrant où se trouvait la sortie. De mon côté, j'avais déjà tourné la page. J'ai accepté un poste de consultant senior chez Oak Ridge Technology, une entreprise de développement agile située juste à la périphérie de Raleigh. Il n'y avait pas de strate hiérarchique, pas de jargon d'entreprise, et pas de diaporama. Juste 8 développeurs expérimentés, une liste de clients solides, et des projets concrets. Lors de mon entretien, le PDG portait une simple chemise en flanelle, et a commencé l'appel en disant qu'il ne voulait faire perdre de temps à personne. J'ai signé le contrat l'après-midi même. Une semaine plus tard, un petit colis est arrivé à mon appartement. C'était une boîte blanche toute simple, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un bouquet de lavande fraîche, et d'eucalyptus, accompagné d'un petit mot manuscrit. Le mot disait, « Si vous voulez revenir, nous ferons les choses à votre manière. » Il n'y avait ni logo, ni signature, mais je savais d'où cela provenait. Je l'ai lu une fois, j'ai souri, et je l'ai glissé dans le dossier contenant ma copie de la clause 6.4b. À ma manière? C'était bien trop tard pour cela, mais le message était reçu. J'ai refermé le tiroir, et je me suis installé à mon nouveau bureau. Je n'avais pas besoin d'un bureau d'angle. J'avais simplement besoin de mon clavier, de mon écran, et d'une équipe qui respectait le travail. Je n'ai jamais publié de message public concernant mon départ, et je n'ai pas rédigé de longs messages d'adieu sur Slack. Je n'en avais pas besoin. Mon départ s'est fait en silence, mais il a laissé un cratère gigantesque derrière lui. 14 millions de dollars de revenus s'étaient évanouis à cause d'une simple lettre, et d'une séquence vidéo de 30 secondes. Mais la véritable leçon résidait dans ce qui s'est produit après mon départ, le silence. Sentinel Tech ne s'était jamais soucié de comprendre comment le système fonctionnait réellement. Il s'était uniquement intéressé à son aspect sur le papier. Ils avaient repeint le moteur, mais avaient oublié d'y mettre de l'huile. Mon équipe actuelle chez Oak Ridge travaillait rapidement, et proprement. Dès mon 2e jour, j'avais un accès complet à la base de données, ainsi que la confiance des développeurs. Je me suis connecté cet après-midi-là pour vérifier nos métriques système, et j'ai trouvé un message unique dans ma boîte de réception. Il provenait du développeur principal, et disait simplement « Merci de maintenir notre lancement sur les rails. » Pas de mise en forme particulière? Pas de liste de diffusion d'entreprise interminable, juste une marque sincère d'appréciation. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai pris une grande inspiration. Il ne s'était jamais agi d'obtenir des éloges. Il s'agissait simplement de faire le travail correctement. J'ai fait craquer mes doigts, et j'ai commencé à rédiger une réponse, expliquant les correctifs du système, de manière claire et concise. Le code était propre. Les serveurs tournaient à une température stable de 50 degrés, et,
Pour la première fois en 5 ans, le système était d'une parfaite stabilité. En vertu du droit des contrats des États-Unis, le caractère exécutoire des clauses relatives aux personnes clés est absolu, lorsqu'elles sont rédigées de façon limpide. Et Sentinel Tech a appris cette leçon à ses dépens. Ils avaient tenté de réduire au silence la seule personne qui portait leur infrastructure à bout de bras, et ce faisant, ils avaient étouffé leur propre avenir. En regardant les historiques d'activité défiler de manière fluide sur mon écran, je savais que j'étais exactement là où je devais être. Le système fonctionnait de manière optimale, et le silence était enfin paisible. Avec le recul, c'est la réalité juridique de la situation qui m'a véritablement protégé. Sous l'égide de la doctrine du manquement à l'obligation fiduciaire, la dissimulation délibérée par Miller des défaillances de SLA, ainsi que sa suppression non autorisée de protection système crucial, aurait pu faire l'objet de poursuites civiles sévères. En vertu du droit des sociétés de Caroline du Nord, si le conseil d'administration avait décidé de porter plainte en étouffant mes avertissements lors de la réunion Zoom publique, il avait activement empêché l'entreprise d'atténuer ses risques financiers, ce qui constitue une violation directe du devoir de diligence que les dirigeants doivent à leurs actionnaires. Notre directeur juridique, Howard Griffin, l'a immédiatement compris. C'était la raison pour laquelle il avait semblé si terrifié, au moment de ma démission en direct sur Zoom. Il savait qu'à l'instant même où je partirais, l'avis de résiliation du client ne représenterait pas seulement une perte de revenus, mais aussi une exposition majeure à des poursuites judiciaires de la part des actionnaires. Il n'avait aucun recours légal contre moi, car ma démission était volontaire, et entièrement autorisée selon les termes de mon contrat de travail. Je n'avais violé aucune clause de non-concurrence, car l'équipe juridique de Sentinel Tech elle-même avait négligé de les inclure dans la mise à jour de mon contrat en 2020, un oubli supplémentaire qu'ils ont réalisé bien trop tard. À présent, le système chez Oak Ridge fonctionnait sous une architecture de microservices modernes, que j'avais aidé à concevoir à partir de zéro. Nous n'utilisions pas de base de données obsolètes, ni de circuits d'escalade complexes. Tout était automatisé, transparent, et conçu pour évoluer, sans nécessité d'intervention au milieu de la nuit. Brenda Ross m'a appelé un mois plus tard pour m'informer que son entreprise avait officiellement transféré l'ensemble de son suivi logistique chez Oak Ridge. Le contrat s'élevait désormais à 15 millions de dollars, soit 1 million de plus que ce qu'il payait à Sentinel Tech, et il bénéficiait d'un système qui fonctionnait enfin réellement. Aux dernières nouvelles, Miller travaillait comme analyste junior dans une entreprise locale, son curriculum vie étant marqué de façon permanente par l'effondrement du contrat de Sentinel Tech. Sentinel Tech elle-même a été restructurée, et ses actifs ont été revendus à un concurrent pour une fraction de leur valeur d'origine. En fin de compte, le système s'est autorégulé. L'arrogance a cédé la place à la compétence, et la qualité technique parlait d'elle-même. J'ai bu une goulée de mon café, j'ai contemplé la matinée paisible de Charlotte par la fenêtre, et je me suis remis à écrire du code propre.